D'où écoutez-vous ce soir? Fermez les rideaux et que le mystère commence. Ce matin-là ne promettait rien de plus remarquable que le givre sur le portail du presbytère et le faible carillon des cloches d'une église lointaine. Le chemin menant à l'auberge du phare de Noël serpentait entre des haies hérissées de glaçons, scintillant comme les décorations de verre que Miss Hartnell avait soigneusement sélectionnées au marché paroissial. À l'intérieur de l'auberge, un bâtiment blanchi à la chaux perché au-dessus des eaux grises de Cornouailles, les préparatifs du traditionnel déjeuner de la veille de Noël avaient commencé dans le joyeux désordre de l'enthousiasme campagnard. Les couverts en argent tintaient, des voix s'élevèrent de la cuisine au salon, et dans un coin, Miss Jane Marple pliait ses gants avec une satisfaction tranquille, comme si la politesse seule suffisait à assurer le bon déroulement de la journée. Mais l'équilibre, même dans un lieu si paisible, n'est pas sans faille. On avait entendu la femme du gardien de phare pleurer doucement derrière la porte du garde-manger, le nouveau propriétaire de l'auberge. Monsieur Léonard Fife avait commandé une nouvelle serrure pour la cave et, par-dessus le bruit de la mer et les rires, on avait entendu le léger grincement d'une charnière de lanterne qui tourna une fois, puis s'arrêta. C'était le genre de petit bruit inexplicable que Miss Marple remarqua sans que cela paraisse. Ses yeux bleus se levèrent un instant, comme un oiseau qui perçoit l'odeur de l'orage porté par le vent. La salle à manger embaumait le pain et l'orange. Les villageois entraient et sortaient pour admirer les décorations. Le colonel, avec son orgueil démesuré Madame Price Ridley, grommelant sur le prix des guirlandes, et le docteur Hyling, qui prétendait détester les festivités mais ne manquait jamais un dessert. Miss Marple, assise modestement près de la fenêtre, observait les échanges discrets entre eux, les corrections chuchotées, les sourires forcés, les vieilles rancœurs ravivées sous des atours de fête. La nature humaine, pensait-elle, n'était jamais aussi mise à nu que lorsque les gens s'efforcent tant de paraître heureux. Au centre de la table trônait une curieuse lanterne en laiton, censée avoir appartenu à un marin naufragé. Monsieur Fife l'avait trouvée lors de la rénovation de la maison du gardien de phare et la considérait comme une légende de Noël. Sa lumière, brûlant doucement dans le verre, projetait des formes tremblantes sur la nappe. « Plutôt approprié, n'est-ce pas ?» dit-il aux invités. « Un symbole de sécurité au cœur de la tempête, ou de ceux qui n'ont jamais atteint le rivage, » murmura la femme du vicaire en se signant rapidement. Un léger silence suivit. Seule la mer semblait respirer. Puis vint une interruption lumineuse, la jeune Sylvia Prowse, dont le rire théâtral brisa le silence. « Mon Dieu, comme c'est morbide! Ce n'est qu'un décor. » Pourtant, tandis qu'elle parlait, son regard s'attardait sur la lanterne plus longtemps qu'il n'était nécessaire, comme si elle en mesurait le reflet à l'aune d'une pensée secrète. Miss Marple l'observait en silence, remarquant comment les doigts gantés de la jeune fille jouaient nerveusement avec le ruban de sa robe de soie blanche, trop fine pour le matin. La conversation reprit son cours hésitant, évoquant les retards postaux, la neige sur la lande et les visiteurs potentiels pour les vacances. Le colonel Denham se vantait de l'arrivée de sa nièce londonienne, prévue le soir même. Avant même que la phrase ne soit terminée, Madame Price Ridley songeait à sa garde-robe. Sous les rires se cachait une légère tension, celle de la rivalité, capable de rendre toute réunion mondaine tendue. Miss Marple sirotait son thé, attentive non pas aux mots, mais aux hésitations échangées. Elle avait appris depuis longtemps que la culpabilité, comme le gel, s'installe d'abord dans le silence. Monsieur Fife revient de la cuisine, le visage rougard, un torchon sur le bras. « Tout est en ordre », annonça-t-il. Pourtant, la cuisinière jurerait qu'on lui a pris sa noix de muscade. Elle l'a dit 2 fois. L'assemblée rit doucement lorsque la femme du vicaire expliqua innocemment son oubli. Mais le regard de Miss Marple se porta sur le buffet.
où la lumière de la lanterne vacillait sur une petite clé en laiton. « Étrange, murmura-t-elle. La clé n'était pas là il y a un instant. » Dehors parvenait le gémissement du vent sur la falaise, persistant comme un avertissement qu'on ne comprend pas encore. Le docteur Ayling se leva pour fermer la porte, remarquant le froid. « Nous aurons une tempête avant la nuit, » dit-il. « Le gardien du phare le sait. Je l'ai vu arpenter la jetée hier soir, comme s'il guettait quelqu'un. » Le tricot de Miss Marple gisait oublié sur ses genoux. Observer, pensait-elle, était un mot si simple, qui pouvait signifier dévotion, culpabilité ou peur. Et dans les villages ou les auberges, la différence était souvent une question de vie ou de mort. Alors que le déjeuner se terminait par des éclats de rire, elle surprit une conversation entre deux servantes près de l'arche du garde-manger. « Il est revenu », dit l'une d'elles, « le souffle court. Monsieur Fife l'a vu près de la falaise. »« Alors elle ne dormira pas cette nuit, » répondit l'autre. « Pas avec ce qui s'est passé avant. » Leurs paroles s'évanouirent dans un cliquetis de vaisselle lorsque la porte se referma. Miss Marple replia son tricot avec un petit soupir. Il y avait toujours quelque chose sous la gaieté de Noël, quelque chose d'indicible, de fragile, prêt à se briser. Elle se leva, ajusta son chapeau et se dirigea vers le couloir, tandis qu'une ombre traversait la vitre. Peut-être n'était-ce qu'une mouette se détachant sur la lumière grise. Ou peut-être, comme elle le pensait parfois, le début d'un motif venait-il de dévoiler son premier trait, encore indistinct. Le bruit des pas dans le couloir était étouffé par l'épais tapis, mais pas le ton des voix. Elle portait une légère pointe d'inquiétude, dissimulée sous des airs de conversation. Cette panique feutrée, propre aux petites communautés où la curiosité se fait passer pour de la sympathie. Miss Marple s'attarda un instant de plus près de la fenêtre. Le reflet sombre de la mer au loin lui servant de miroir à demi incliné, comme un reflet de secret. L'orage n'était pas encore arrivé, mais il était si proche qu'on pouvait déjà sentir dans l'air cette odeur métallique avant même la première goutte. Madame Price Ridley s'approcha, son parfum la procédant par petites bouffées. « Ma chère Miss Marple, » commença-t-elle, « j'espère que cette histoire avec les domestiques ne vous a pas inquiété. Vous savez comme les gens de basse condition aiment se faire peur en chuchotant des histoires d'hommes sur les falaises et d'ombres dans les embrasures de portes. C'est assez dramatique, vraiment. » Miss Marple esquissa un sourire. Le théâtre est souvent le moyen le plus authentique pour les gens de dire ce qu'ils n'osent pas exprimer directement. N'est-ce pas? Madame Price Ridley cligna des yeux, incertaine si elle avait été approuvée ou poliment réprimandée, puis s'envola vers la théière, sa conscience apaisée par le mouvement. À la table voisine, le colonel Denham et le docteur Ayling s'étaient lancés dans une discussion animée au sujet des signaux lumineux du phare. « Ils les ont changés », insistait le colonel. « Avant, ils clignotaient toutes les 15 secondes. Maintenant, c'est toutes les 8. C'est dangereux pour les navires, à mon avis. » La réponse du docteur Ayling fut indistincte, mais Miss Marple en perçut suffisamment pour deviner que quelqu'un s'était introduit là la veille au soir. Quelqu'un d'inhabituel. L'auberge, jadis simplement gaie, bourdonnait désormais de spéculations contenues. Les serveuses chuchotaient près de l'escalier. La femme du vicaire s'excusait à voix basse pour l'atmosphère pesante, et même la lueur de la lanterne en laiton semblait s'être estompée, comme lasse des regards. Miss Marple repensa aux paroles des servantes. Il est revenu, et à l'étrange clé sur le buffet. Elle rangea ces deux souvenirs dans ce coin silencieux de sa mémoire, où ses soupçons étaient ordonnés comme des aiguilles à coudre, prêts à être enfilés dès que le bon fil se présenterait. Monsieur Fife sortit de la cuisine en trombe, portant un plateau de scones qu'il ne sembla pas remarquer légèrement brûlé. « Tout va bien, s'exclama-t-il d'un ton trop enthousiaste.
Nous sommes un peu en sous-effectif, mais tout va bien. Il sourit à personne en particulier. Sa voix était trop enjouée, son front trop humide. Miss Marple se demanda ce qui avait bien pu nécessiter une nouvelle serrure à sa cave. Le colonel réclama du brandy, le médecin, le calme et la tranquillité. Les nuages d'orage s'amoncellent comme une lente assemblée à la fenêtre, et à l'intérieur de l'auberge, la conversation s'orienta naturellement vers les absents. Quelqu'un évoqua la femme du gardien de phare, Madame Léran, la décrivant comme une pauvre femme, si nerveuse. Un autre parla du caractère de son mari, sur un ton de pitié polie plutôt que d'accusation. Un homme isolé par la mer et la routine, songea le vicaire. Cela a peut-être un effet sur l'esprit. Ce n'est pas la mer qui perturbe les gens, dit doucement Miss Marple. C'est la solitude. On peut être seul même au milieu d'une foule, vous savez. Parfois c'est pire. La femme du vicaire hocha légèrement la tête, surprise, comme si cette remarque l'avait touchée de trop près. La lanterne en laiton vacilla de nouveau. Un instant, sa flamme vacilla violemment, projetant un halo de lumière sur la nappe blanche. Le regard de Miss Marple suit sa trajectoire et s'arrête sur Sylvia Prowse, dont la main tremblait tandis qu'elle levait sa tasse de thé. « Vous allez bien, ma chère ?» demanda-t-elle doucement. « Oh, parfaitement », répondit la jeune fille trop vite. « C'est juste le vent. Ça me rend nerveuse, je suppose. »« Mais il n'y a pas encore de vent, » remarqua Miss Marple, sans méchanceté. Sylvia rougit et serra les lèvres. La conversation s'estompa. Quelqu'un se mit à régler un petit poste de radio près du bar, d'où flottait un faible chant de Noël qui planait dans la pièce, entre mélodie et grésillement. C'était « God rest ye merry, gentlemen », mais la plupart des participants semblaient ignorer l'ironie du refrain. Le docteur Heiling s'excusa pour répondre à un appel téléphonique concernant un patient. Mais Miss Marple remarqua qu'il était parti sans sa mallette médicale. Dehors, le ciel s'assombrissait, prenant une teinte gris-fer. Les mouettes tournoient plus bas, comme si la mer elle-même les repoussait. Miss Marple prit son manteau sur le porte-manteau et se dirigea vers le couloir, avec l'intention de simplement se dégourdir les jambes. Pourtant, près du garde-manger, elle entendit de nouveau des voix, plus jeunes cette fois, sans défense. Monsieur Fife a dit qu'elle ne devait plus jamais s'approcher de la cave, murmura une servante, et elle lui a dit qu'elle crierait s'il fermait la porte à clé. Elle l'avait déjà dit une fois. Les voix s'arrêtèrent net lorsque l'ombre de Miss Marple effleura le seuil. Elle esquissa un sourire, lança un mot poli pour signaler le froid, puis poursuivit son chemin. Arrivée dans le couloir, elle remarqua que la porte de la cave était légèrement entr'ouverte, malgré sa nouvelle serrure en laiton. Le premier coup de tonnerre retentit alors, sourd et délibéré, comme si le ciel lui-même avait choisi de marquer l'heure. Les lumières de l'auberge vacillèrent une fois. Le rire de M. Fife parvint de nouveau dans la salle à manger, fragile comme du cristal. Miss Marple tourna la tête vers le bruit de la mer et, un instant, elle crut apercevoir le phare au-delà de la falaise, un faisceau lumineux tournoyant dans la brume tel un œil vigilant. Quelque part entre le prochain éclair et l'obscurité qui suivit, un cri allait retentir. Pas encore, mais bientôt. La foudre zébra l'horizon d'une ligne irrégulière, illuminant un instant le visage agité de la mer avant que les ténèbres ne l'engloutissent à nouveau. Le faisceau du phare traversait méthodiquement la tempête, chaque passage traçant un rythme régulier sur la falaise, tel un métronome, rythmant une attente silencieuse. À l'intérieur de l'auberge du phare de Noël, le chant de Noël diffusé à la radio s'était éteint, ne laissant place qu'au crépitement des interférences et au silence qui suit une phrase interrompue. Miss Marple se tenait près de la fenêtre du couloir, son reflet se mêlant à la lumière tremblante du verre. Plus bas, la porte de la cuisine claqua contre son cadre, une fois, puis deux, comme pour protester contre le vent qui se levait.
Elle se tourna vers la cage d'escalier au moment où apparut M. Fiffe, tenant une lanterne identique à celle en laiton de la salle à manger, mais éteinte, le visage pâle et humide. « Le fusible a sauté », marmonna-t-il. « Tout le rez-de-chaussée est plongé dans le noir. Je vais m'en occuper. »« Peut-être, » suggéra doucement Miss Marple, « devriez-vous vous faire accompagner. Les caves peuvent être dangereuses par temps d'orage. » Sa bouche esquissa un sourire entre gratitude et refus. « C'est gentil avec vous, Miss Marple, mais je me débrouillerai. On ne peut pas laisser des invités fouiller dans la cave, n'est-ce pas ?» Son rire est creux et bref. Il descendit rapidement, laissant derrière lui une traînée d'énergie nerveuse qui persistait comme l'arrière-goût d'un mensonge. Miss Marple attendit que ses pas s'éloignent, puis le suivit jusqu'au palier. De là, elle entendit un léger cliquetis de métal, un sifflement de souffle et le grincement de quelque chose traîné sur le sol. Son instinct lui disait qu'il ne s'agissait pas d'un simple réglage de câble. Les invités s'étaient retirés dans leur chambre, sous prétexte de fatigue, mais en réalité, ils recherchaient l'intimité pour murmurer des spéculations. Madame Price Ridley avait déjà déclaré que la femme du gardien de phare n'était pas tout à fait saine d'esprit, tandis que le colonel Denham affirmait que ces histoires se résumaient toujours à de la jalousie. Miss Marple savait que de telles conclusions étaient souvent la façon dont le village rétablissait l'ordre moral, et que des jugements hâtifs permettaient de réaffirmer l'illusion de sécurité. Mais elle savait aussi que la jalousie, bien comprise, avait des nuances bien plus nombreuses que celles que l'on prenait la peine d'évoquer. Un faible cri monta d'en bas, aigu, surpris, puis brusquement interrompu. La maison se figea. Miss Marple serra la rampe d'escalier, mais elle ne laissa échapper aucun son. Quelques instants plus tard, M. Fife réapparut, les cheveux en désordre, sa lanterne allumée, les yeux écarquillés. « Fausse alerte », annonça-t-il trop vite. « Une caisse est tombée. Une mauvaise secousse. Rien de plus. Les caisses ne tombent pas toutes seules, n'est-ce pas ?» demanda le colonel Denham en sortant du salon, son manteau à moitié boutonné. « C'est un déplacement de poids, » répondit Fife. « On a un mur qui fuit là-dessous. L'humidité joue des tours au bois. » La voix calme de Miss Marple dissipa la tension. Et parfois, elle évoquait la conscience. Les lèvres de Fife s'entr'ouvrirent comme pour répliquer, mais il ne dit rien. Il posa la lanterne sur une table d'appoint, sa lumière tremblant sur sa manche. La clé en laiton que Miss Marple avait remarquée plus tôt avait disparu. L'orage éclata enfin. La pluie fouettait les fenêtres, en rafales violentes et obliques, et le bruit emplissait chaque silence comme une accusation. L'auberge semblait se rétrécir, chaque pièce retenant son souffle. Miss Marple s'assit près de la cheminée, où les braises rougeoyaient d'une lueur terne, oubliant une fois de plus son tricot. Elle pensa à la femme en pleurs derrière la porte du garde-manger, au propos de l'homme sur les falaises, et à la lanterne qui symbolisait la sécurité tout en dissimulant un malaise. Les apparences étaient des murs si fragiles qu'un simple souffle de vérité suffisait à les faire voler en éclats. Le docteur Hyling revint de son rendez-vous, les bottes couvertes de sable mouillé. « Les téléphones sont coupés, » dit-il. « Je suis allé à la poste tout seul, sans aucune ligne. » Le regard de Miss Marple se porta sur la pluie qui ruisselait sur les vitres. « Vous avez donc dû dépasser la route du phare. » Il hésita trop longtemps. « Oui, pas d'éclairage, à part le faisceau principal. On dirait un endroit désert. » « Les choses abandonnées, » dit-elle doucement, « ne sont souvent pas aussi vides qu'elles en ont l'air. » Avant qu'il puisse répondre, on frappa sèchement à la porte de l'auberge. 3 coups délibérés retentirent, résonnant au-dessus du vent. Monsieur Fife se précipita pour ouvrir, mais le loquet sembla résister. Lorsqu'il céda enfin, l'embrasure de la porte encadra une silhouette trempée jusqu'aux os, une femme vêtue d'un manteau de pêcheur, les cheveux plaqués sur le visage, les yeux grands ouverts, mêlant chagrin
et terreur. « Il est parti », dit-elle d'une voix rauque. Le feu tourne encore, mais il est parti. Madame Léran, la femme du gardien de phare, s'effondra, et le colonel la rattrapa par instinct. Les invités, stupéfaits, formèrent un demi-cercle, chaque question leur venant à l'esprit avant de leur rester en travers de la gorge. Miss Marple s'approcha, d'un ton calme et presque tendre. « Vous voulez dire votre mari, ma chère ?» La femme hocha la tête, tremblante de tous ses membres. Il était sur les rochers en contrebas, vérifiant le faisceau. Je l'aperçus par la fenêtre de la cuisine. Puis la lumière changea de nouveau et il avait disparu. Le vent faisait claquer l'enseigne de l'auberge. Ses gonds grincent comme une créature vivante. Monsieur Fife referma la porte d'un geste sec, mais le courant d'air persistait, s'infiltrant par des fissures invisibles. Le regard de Miss Marple se posa de nouveau sur la lanterne en laiton qui brillait encore sur la cheminée. Sa flamme dansait violemment, projetant des ombres déformées sur les visages des clients, ombres qui ne trahissaient pas la pitié, mais la curiosité coupable de ceux qui sentent le monde basculer sous leurs pieds. Pendant un long moment, personne ne bougea. Seul le grondement incessant de la mer contre les falaises, comme si elle réclamait à être entendue, venait troubler le silence. La respiration de Madame Léran était saccadée, ses doigts crispés sur le bord trempé de son manteau. Miss Marple, imperturbable malgré les murmures, la guida doucement vers le feu. La flamme de la lanterne en laiton vacillait, comme un reflet de la peur de la femme, s'intensifiant et se contractant. « Apportez-lui du thé », dit doucement Miss Marple, d'une voix rassurante. La femme du pasteur s'exécuta, mais ses mouvements étaient saccadés, ses yeux rivés sur la silhouette trempée étendue sur le tapis. Une certaine tension régnait dans la pièce, non pas de froid, mais de malaise partagé, de réflexe instinctif face à la douleur d'autrui. La respectabilité, songea Miss Marple, ne s'épanouit pas dans l'émotion brute, elle exige de la distance et des explications claires. Monsieur Fife se tenait près de la porte, une main toujours crispée sur le loquet, comme pour se prémunir contre toute nouvelle intrusion. « Vous avez dû vous méprendre sur ce que vous avez vu », insista-t-il d'une voix un peu trop aiguë. Le vent, la pluie, on peut facilement perdre l'équilibre, mais on peut toujours retrouver son chemin. Nous chercherons dès l'aube. Le regard de Madame Léran se posa sur lui, vif et perçant malgré ses larmes. « Vous croyez que je ne reconnais pas la silhouette de mon mari dans le faisceau ? Il nous faisait signe. » Puis elle s'interrompit, sa voix se perdant dans un sanglot. La mer l'a emporté, elle le voulait de retour. Le colonel Denham s'enorgueillissait d'un courage factice. On envoie une patrouille tout de suite, on ne peut pas attendre demain matin. Tempête ou pas, il est peut-être encore en vie. Vivante, murmura le docteur Ayling en posant son verre. Après avoir été emporté par les vagues depuis ces rochers, difficilement. Un éclair de colère traversa le visage rougeau du colonel. « Vous laisserez un homme se noyer, docteur ? » « Je laisserai le bon sens guider les actes héroïques, » fut la réponse mesurée. « La marée est haute et la visibilité nulle. Vous tueriez plus de sauveteurs que vous n'en sauveriez. » Miss Marple laissa la dispute se dérouler autour d'elle, son esprit travaillant sous la surface calme qui s'en dégageait. La lumière de la pièce avait légèrement changé la lanterne en laiton, à peine allumée, luttait contre les courants d'air qui s'insinuaient dans la vieille auberge. Les ombres s'allongeaient, sur les visages la mâchoire crispée de Monsieur Fife, le regard baissé de Sylvia Prowse, la femme du vicaire serrant sa croix. La peur modifie d'abord la posture des gens, pensa-t-elle. Leurs paroles ne viennent qu'après. « Où étiez-vous quand c'est arrivé ?» demanda Madame Price Ridley sans détour, sa curiosité à peine dissimulée derrière une façade d'inquiétude. La veuve leva les yeux, surprise. « Dans la cuisine.
J'ai vu par la fenêtre qu'il vérifiait toujours la lumière au crépuscule. Il a dit qu'elle s'est comportée bizarrement la nuit dernière. Étrangement, comment? La voix de Miss Marple était douce, mais tous les regards se tournèrent vers elle. Elle s'est atténuée un instant. Puis elle s'est rallumée, mais plus lentement, comme si quelqu'un y avait touché. Monsieur Fife a ri trop vite, le générateur est vieux. Je l'avais prévenu de ne pas l'utiliser à outrance. J'ai écrit 2 fois au bureau des gardes-côtes. Oui, répondit Madame Lérand d'un ton sec. Vous écrivez souvent. Les promesses vous viennent facilement, Monsieur Fife. L'air se tendit comme une lame à moitié dégainée. Fife ouvrit la bouche, puis la referma. Dans ce silence, le tonnerre gronda de nouveau, faisant trembler les vitres. Le regard de Miss Marple passa d'un visage à l'autre. Les schémas, pensa-t-elle, se révèlent d'abord dans les réactions. Les fanfaronnades du colonel dissimulaient un malaise. Le détachement du docteur était trop précis et les tremblements de Sylvia n'avaient rien à voir avec le froid. La vérité se cachait quelque part entre ces attitudes, mais comme un message codé, elle ne pouvait être déchiffrée qu'à rebours. « Madame Lérand, dit doucement Miss Marple, votre mari était-il inquiet ces derniers temps ?» Le regard de la femme se porta sur la fenêtre, où la tempête faisait rage, invisible à ses yeux. Il avait des dettes, pas de l'argent, à proprement parler. Des services rendus. Il avait pris quelque chose dans la vieille boutique du phare. Il prétendait que ça ne valait rien, mais quelqu'un le réclamait. Je lui avais dit de le rendre, mais il avait répondu que ce n'était pas à lui. Un murmure de confusion parcourt le groupe. « Et de quoi s'agit-il » demanda faiblement la femme du vicaire. « Une lanterne » murmura Madame Lérand. « Une vieille lanterne en laiton, avec une gravure à sa base. » Tous les regards se tournèrent aussitôt vers la table où brûlait encore la lanterne décorative. Sa lueur vacillait, projetant des motifs étranges sur le plafond. La main de Monsieur Fife se précipita pour la stabiliser, mais ses doigts effleurèrent le laiton avec trop de force et la lumière faillit s'éteindre. Une odeur d'huile brûlée emplit la pièce. « Ce n'est pas le sien, dit-il trop vite. Celui-ci vient de ma collection. » Miss Marple esquissa un sourire. Étrange coïncidence tout de même. Dehors, le vent tourna, repoussant la pluie sur le côté contre l'auberge. Quelque part en contrebas, peut-être des falaises ou des vagues elles-mêmes, parvint un son creux et rythmé, comme une bouée heurtant un rocher. Il résonna faiblement dans la cheminée, se mêlant au soupir du feu mourant. Miss Marple regarda une fois de plus la lanterne en laiton, observant sa flamme vaciller, et pensa combien il était facile pour un symbole de sécurité de se transformer en avertissement. La flamme de la lanterne se stabilisa enfin, sa lumière se réduisant à une faible lueur nerveuse. Les invités restèrent figés dans ce silence fragile qui suit une révélation, hésitant entre expirer et faire le signe de croix. La main de Monsieur Fife demeurait près du socle en laiton, ses jointures blanchies. Miss Marple remarqua comment son pouce appuyait légèrement sur une gravure à peine visible, comme pour la dissimuler. Ce geste, si imperceptible qu'il aurait pu passer inaperçu, s'imposa doucement dans son esprit. La tempête ne laissait aucun répit à la réflexion. La pluie frappait les vitres avec la persistance d'une accusation, et la mer rugissait au pied de la falaise comme une créature refoulée. L'auberge semblait rétrécir, chaque mur se refermant peu à peu sur elle. Madame Lérand, enveloppée dans une couverture, avait le regard fixé non pas sur le feu, mais sur le vacillement de la lanterne. « Il a dit qu'elle n'appartient à personne », murmura-t-elle. « C'est pour ça qu'on ne pouvait pas la lui rendre. » « Bien des choses semblent n'appartenir à personne, » dit doucement Miss Marple, « jusqu'à ce qu'on découvre qui les regrette le plus. » La veuve leva les yeux, surprise par la douceur du ton. Miss Marple savait que la vérité s'obtient plus facilement par la compassion que par l'interrogatoire.
Le colonel Denham reprit son arpentage, le plancher craquant sous ses bottes. Nous perdons de précieuses heures. S'il y a une chance que cet homme soit encore en vie, nous devrions appeler le gendarme. La ligne est coupée, lui rappela le docteur Ayling, sans lever la tête. Assis dans un fauteuil, il astiquait ses lunettes avec une précision méthodique, bien que son regard derrière celle-ci restât distant, calculateur. « Ensuite, conduisez jusqu'à Sainte-Pétroque », rétorqua le colonel. La voix de Fife perça le brouhaha. « Et s'aventurer sur la route de la falaise par ce temps ? Vous ferez la moitié du chemin jusqu'à Penzance avant même d'avoir parcouru 1 kilomètre. » La dispute tournait en rond, comme de la fumée sans flamme. Miss Marple se retira légèrement, laissant les esprits s'apaiser d'eux-mêmes. Quand les esprits se furent apaisés, elle se dirigea vers le buffet et examina l'endroit où la clé avait reposé. Le bois était humide, légèrement parfumé à l'huile, non pas de thé renversé, mais d'huile de lampe. Elle se pencha. Un fil de lin s'accrochait à un coin, pris dans les fibres du bois. Elle le glissa discrètement dans son mouchoir. « Mademoiselle Marple, hasarda la femme du vicaire, vous ne soupçonnez tout de même rien de terrible. » La vieille dame sourit. « Ma chère, ces choses terribles sont comme la moisissure. Elles prospèrent surtout dans l'obscurité et l'humidité. Je préfère simplement une bonne aération. » Son regard se porta vers la porte de la cave. Monsieur Fife suivit aussitôt son regard. « Inutile de fouiller là-dedans, mademoiselle Marple, » dit-il d'un ton trop léger. « Juste de vieilles provisions et un peu de saumure. Rien d'intéressant pour une dame. »« Ah !» murmura-t-elle, « mais la curiosité humaine ne tient guère compte du genre, monsieur Fife. Ni de son âge, je le crains. » Madame Price Ridley intervint d'un ton sec. « S'il se passe quoi que ce soit d'inhabituel, les autorités s'en chargeront. Il faut garder notre sang-froid. Certes, Miss Marple était d'accord, mais on ne peut pas toujours compter sur les autorités pour chercher au bon endroit. Surtout quand tout le monde regarde au mauvais endroit. » Un bruit sourd et lointain les fit sursauter, quelque chose de lourd tombait en contrebas. Madame Léran poussa un cri, et le colonel se dirigea d'un pas décidé vers le couloir. Fife le devança d'un bond. « Ne bougez pas !» aboyait. « C'est juste le volet qui se déloge. » Mais son visage le trahit, ce n'était pas l'expression d'un homme s'adressant à un volet qui se déloge, mais celle de quelqu'un qui redoutait ce qu'il allait découvrir. Miss Marple attendit que leur pas s'éloigne, puis se tourna vers le docteur Ayling. « Vous semblez remarquablement calme, docteur, compte tenu des circonstances. » Il esquissa un sourire. « L'expérience ? La mort est assez fréquente dans mon métier. »« Ah oui, » dit-elle doucement. « J'ai toujours pensé, en matière de meurtre comme en médecine, que ce n'est que rarement la blessure qui nous surprend, mais plutôt l'endroit où le couteau était censé frapper. » Il la contempla longuement, puis se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Vous pensez que quelqu'un voulait lui faire du mal ? » « Je pense, » dit Miss Marple, « que quelqu'un avait peut-être plus besoin de l'apparence d'un accident que de sa réalité. » La porte de la cave grinça, puis laissa échapper un grincement sourd et régulier. Tous les regards se tournèrent vers Monsieur Fife se tenait de nouveau sur le seuil, le visage étrangement impassible. « Rien en dessous, » dit-il trop vite. « Juste de l'eau qui s'infiltre par le mur. » Il s'approcha de la lanterne et ajusta sa mèche avec une précision maniaque. La flamme s'éleva brusquement, projetant une lueur soudaine sur sa manche, et Miss Marple aperçut, aussi clairement que le jour, une tache sombre, semblable à de la rouille, près de son poignet. Pas de la rouille, pensa-t-elle. Quelque chose de plus fin, de plus récent. Dehors, le tonnerre grondait de plus en plus près du rivage. Le verre de la lanterne en laiton s'embut légèrement, comme si la chaleur intérieure protestait contre le froid extérieur. Miss Marple jeta un coup d'œil vers la porte de la cave,
de nouveau entr'ouverte, malgré les affirmations de Fife, selon lesquelles elle l'avait fermée. Ses aiguilles à tricoter tinrent doucement dans son sac tandis qu'elle se levait. Les apparences, pensa-t-elle, sont les premières victimes du mensonge. Et la cave, cet endroit où il était formellement interdit de regarder, venait de murmurer sa propre invitation. Miss Marple descendit 2 marches vers la cave avant que quiconque ne la remarque. Ses mouvements étaient calmes, délibérés, empreints d'une autorité tranquille qui dissuadait quiconque de protester. Le reflet de la lanterne vacillait le long de la rampe, un halo de lumière tremblant sur le bois humide. Derrière elle, Madame Price Ridley grommelant sur l'inconvenance des vieilles dames de jouer avec les courants d'air, mais sa remarque s'éteignit sous le bourdonnement régulier de la pluie. L'air se rafraîchit lorsque Miss Marple atteint le seuil. Il exhalait une odeur d'embrun, de rouille et, en arrière-plan, une légère âpreté comme de l'huile brûlée. La porte était entr'ouverte, la serrure neuve brillait étrangement, comme si elle avait été installée pour impressionner plutôt que pour sécuriser. Elle porta sa petite main au loquet, puis s'arrêta net lorsque des pas rapides se rapprochèrent derrière elle. « Mademoiselle Marple ?» dit le docteur Ayling d'une voix basse mais pressante. « Vous ne devriez pas descendre. Le sol est inégal et Fife risque d'être furieux s'il vous trouve. »« Alors peut-être, » répondit-elle doucement. « Serait-il plus sûr que vous veniez avec moi ?» Il hésita, son calme vacillant comme la lueur de la lampe, avant d'esquisser un hochement de tête réticent. Ensemble, ils descendirent, leurs ombres glissant le long des murs de pierre humide. Dehors, la tempête était étouffée seule, le goutte à goutte régulier de l'eau tombant du plafond rythmait le temps. La cave était plus grande qu'on ne l'avait imaginé, un dédale d'alcôves et de caisses de rangement, dont les étiquettes, décolorées par le sel, étaient effacées par le sel. Une simple ampoule pendait de son fil, émettant le bourdonnement intermittent d'une mouche agonisante. « Curieuse » murmura Miss Marple en examinant des tonneaux de bois. Pour un endroit si souvent fréquenté par la mer, on s'attendait à ce que ça sente davantage le poisson que la peur. Le docteur Ayling fronça les sourcils. « De la peur ? Oh, ça persiste, » dit-elle en poussant une caisse. « Comme du parfum, ou de la culpabilité. » Un bruit rompt le silence, un léger grincement métallique. Ayling se retourna brusquement. « Des rats, » murmura-t-il, sans grande conviction. Il s'avança vers l'alcôve du fond, mais la main de Miss Marple retint sa manche. « Non, » dit-elle doucement. « Laissons la lumière agir d'abord. » Elle inclina la lanterne vers l'avant. Son faisceau révéla une tache de sol humide, où des empreintes de pas noircissèrent la pierre. Non pas des bottes, mais des traces plus douces, comme des pantoufles ou des chaussons. Un fil de tissu blanc était accroché à l'une d'elles, assorti au lin qu'elle avait glissé dans sa poche plus tôt. D'en haut parvint le murmure étouffé de voix, puis le crépitement distinct de la radio qui s'animait. L'orage s'était calmé, mais l'air conservait cette immobilité étrange qui suit un tumulte trop silencieux, trop ordonné. Miss Marple s'accroupit près des empreintes. « Voyez-vous, » dit-elle doucement, « quelqu'un d'autre est passé par ici cette nuit. » Et il était pressé. Ayling croisa les bras. « Vous suggérez Fife, je suppose. »« Je fais rarement des suggestions, » répondit-elle. « Je le remarque. Par exemple, vos chaussures sont sèches. » Leurs regards se croisèrent, perçants à présent, mais elle se contenta d'un léger sourire et commença à gravir les marches. Le docteur la suivit, plus lentement qu'auparavant. Arrivé en haut, le couloir était désert. La lanterne sur la table brûlait encore, mais sa position avait légèrement changé, la mèche s'était affaissée et le verre était désormais noirci. Fife était introuvable. Les invités étaient de nouveau réunis près du feu, attirés à la fois par habitude et par appréhension. Le colonel Denham, debout près de la cheminée,
exposait une théorie sur les contrebandiers et les compartiments secrets. Madame Léran écoutait, le regard vide, sous le choc. Sylvia Prowse, assise à l'écart, jouait avec un mouchoir brodé de ses initiales, un objet délicat, précieux, qui semblait déplacé au milieu du chaos qui avait suivi la tempête. « Mademoiselle Prowse », dit gentiment Miss Marple en s'approchant d'elle, « vous devez être épuisée, ma chère. Vous devriez peut-être vous reposer. » La fille a commencé. « Oh, je ne pouvais pas. Je vois sans cesse cette lumière tourner et tourner. C'est horrible. » « Les phares sont des choses étranges, » dit Miss Marple. « Ils guident les autres vers la sécurité, et pourtant, leurs gardiens vivent entourés de dangers. » Sylvia leva les yeux, les paupières rouges. Il n'était pas le seul en danger. Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. « Je veux dire, les falaises sont dangereuses. » Elle se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, leur tournant le dos. Fife réapparut alors, portant un plateau de verre. « Un peu de brandy, ça fera du bien, » annonça-t-il d'une voix à nouveau trop enjouée. « L'orage est passé, et demain matin apportera la clarté. Le matin, dit doucement Miss Marple, a la fâcheuse habitude de révéler ce que la nuit préfère cacher. » Fife se figea un instant, puis s'empressa de distribuer les boissons. La main de Madame Léran tremblait lorsqu'elle prit la sienne. « Ils le retrouveront, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle. « J'en suis sûr, » répondit Fife sans conviction. « Il s'est peut-être réfugié dans une des criques. »« Sans sa lanterne ?» demanda Miss Marple. « Un homme si attaché à la lumière ne se promènera certainement pas les yeux fermés. » Le silence qui suivit fut pesant. Le faisceau du phare balaya une fois de plus la fenêtre, projetant un éclair blanc sur la pièce. À cet instant, Miss Marple aperçut ce que la lumière révélait. Une tache rougeâtre et minuscule sur l'intérieur du cadre de la fenêtre, comme si une main s'y était crispée trop fort. Lorsque le faisceau passa, la marque disparut dans l'ombre, mais l'image demeura. Elle pensa à nouveau qu'il ne fallait pas se fier aux apparences, surtout quand la lumière elle-même pouvait mentir. La faible lueur de la lumière persistait dans la pièce comme une rémanence. Miss Marple restait immobile, le regard fixé sur la fenêtre, où la marque était apparue, comme si les ténèbres elles-mêmes pouvaient livrer leurs secrets à qui savait les écouter. Autour d'elle, la conversation reprenait par bribes, les mots choisis non pour leur sens, mais pour leur capacité à combler le silence. L'orage s'était calmé, mais ce qui persistait était pire encore que cette terrible et polie incertitude qui s'installe une fois la peur dissipée. Le colonel Denham fut le premier à rompre complètement le sortilège. Je dis, Fife, nous devrions envoyer quelqu'un aux falaises, maintenant que la pluie s'est calmée. Je vais chercher une lanterne, et inutile, interrompit sèchement Fife. La marée est encore trop haute. D'ailleurs, que pourriez-vous voir dans ce brouillard? Il désigna la fenêtre où une brume blanche commençait à s'accumuler, épaisse comme du souffle sur la vitre. Miss Marple l'observait en silence. « Le brouillard a ses utilités, » murmura-t-elle. « Il cache ce qu'on ne peut encore supporter de voir. » Sylvia Prowse laissa échapper un petit rire nerveux qui s'éteignit aussitôt dans sa gorge. J'aimerais bien qu'on rallume un feu. Il fait si froid. Elle s'agenouilla pour remuer les braises, sa main tremblante faisant tomber un petit tisonnier. Celui-ci s'écrasa contre le foyer, son écho résonnant bien trop fort dans l'air confiné. Madame Price Ridley fait la moue. « Les nerfs de la jeunesse », murmura-t-elle, comme si la jeunesse était en soi une forme d'indécence. Le docteur Hyling, appuyé contre la cheminée, observait Miss Marple d'un air indéchiffrable. « Vous avez vu quelque chose dehors, n'est-ce pas? Quand la lumière a disparu, j'en ai vu assez pour penser, dit-elle, que quelqu'un a tout fait pour atteindre l'auberge avant que la marée ne tourne. » Ses sourcils se froncèrent. « Vous voulez dire le mari de Madame Léran ?»
La réponse de Miss Marple fut douce. Peut-être. Ou peut-être était-ce celle qu'il voulait rencontrer. Des coups soudains à la porte de derrière les firent tous taire. 3 coups, mesurés et délibérés, comme ceux qui avaient précédé l'arrivée de Madame Léran. Fife pâlit. « Personne ne laisse cette porte ouverte, » murmura-t-il. « Personne. » Le colonel s'avança d'un pas décidé, la main sur le loquet, mais la voix de Miss Marple l'arrêta. « Colonel, je vous en prie, laissez passer Monsieur Fife. Cela pourrait concerner ses collections. » Fife hésita, puis tourna la poignée. Un nuage de brume envahit le couloir, s'enroulant comme de la fumée. Un instant, la porte parut vide. Puis, une silhouette entra grande, large d'épaules, enveloppée dans une cirée de marin luisante d'humidité. Ses yeux captèrent la lumière d'un éclat étrange. « Le soir, dit-il d'une voix rauque, je ne voulais effrayer personne. » Madame Léran hurla en s'agrippant au bras de la femme du vicaire. « C'est lui! Mon Dieu, c'est lui !» Mais l'homme leva les mains, l'air ahuri. « Pardon, madame, mais je ne suis pas votre mari. Je m'appelle Crichton, je travaille sur les bateaux de Saint-Pétroc. J'ai trouvé ça sur les rochers. » Dessous son manteau, il sortit un paquet détrempé enveloppé dans un linge. L'odeur de sel et d'huile emplit la pièce lorsqu'il le déposa sur la table. Les yeux de Miss Marple ne quittent pas ses mains. « Vous êtes certaine que c'est tout ce que vous avez trouvé ?» demanda-t-elle. « Oui. La marée montait vite. J'ai vu le faisceau du phare balayer la zone. J'ai pensé que quelqu'un avait peut-être besoin d'aide. Mais il n'y avait aucune trace de l'homme lui-même. » Fife s'approcha, reprenant peu à peu ses esprits. Voyons voir. Il déplie le tissu. À l'intérieur se trouvait une petite lanterne en laiton, cabossée et ternie, son verre brisé. La gravure à sa base correspondait parfaitement à celle du centre de table de l'auberge. Un murmure parcourt le groupe. « 2 d'entre elles, » chuchota la femme du vicaire. Comme c'est étrange. Crichton se sentit mal à l'aise sous leur regard. Il y avait autre chose, dissimulé lui aussi sous le tissu. Il plongea la main dans sa poche et en sortit un morceau de papier plié, l'encre floue mais suffisamment lisible pour que Miss Marple puisse déchiffrer la phrase « Si la lumière s'éteint à nouveau, retrouvez-moi à la cave. » Fife le lui a arraché des mains. Ça ne prouve rien. Il aurait pu être ramené de n'importe où par la mer. Sauf que, comme le disait Miss Marple, la cave avait une nouvelle serrure. Et personne ne semblait savoir pourquoi. Un silence s'installa pendant plusieurs secondes, seulement interrompu par le tic-tac de l'horloge au-dessus de la cheminée. « Madame !» Price Ridley s'éventa comme si l'air était devenu suffocant. Le colonel Denham fronça les sourcils en direction de l'étranger. « Et vous dites être venu directement ici ?»« Aussi droit que le permettait le chemin, » répondit Crichton. La lumière de l'auberge brûlait encore. Je me suis dit que c'était plus sûr que la route de la falaise. Miss Marple inclina légèrement la tête, pensive. Un choix judicieux. Bien que parfois, le chemin le plus sûr mène directement au danger. Elle s'approcha de la table, son regard oscillant entre les 2 lanternes, l'une intacte et brillante, l'autre cabossée et éteinte. « Comme c'est étrange !» murmura-t-elle. L'une est claire, l'autre tait. Pourtant, toutes 2 étaient censées guider. La pièce semble rétrécir à nouveau. Même ceux qui étaient collés aux fenêtres avaient l'impression d'être un public à l'écoute. Crichton s'essuya les mains sur son manteau et jeta un coup d'œil vers la porte. « Si c'est tout, je serai de retour avant la marée. »« Non, » dit Miss Marple d'une voix calme. « Je pense plutôt que vous devriez rester. » Les autres se tournèrent vers elle, surpris par la fermeté de sa voix. Elle sourit gentiment, comme pour commenter la météo. « Après tout, » ajouta-t-elle, « la nuit n'est pas encore finie pour aucun d'entre nous. » L'accord de Crichton pour rester n'apporta guère de réconfort. Sa présence semblait altérer l'atmosphère,
telle une vague déchaînée parmi des gens aux manières guindées et aux gestes affectés. Il était assis maladroitement près de la cheminée, les mains crispées autour d'une tasse de thé dont la vapeur se mêlait à la brume de son souffle. Les autres conservaient une politesse affectée, leur voix abaissée en murmures polis, toujours teintée d'inquiétude. Dehors, le faisceau du phare balayait la brume d'un rythme régulier, sa faible lueur vibrant à travers la fenêtre, comme un battement de cœur marquant le temps. Miss Marple avait choisi sa place près de la cheminée, son tricot imperturbable sur les genoux. Son regard errait d'un visage à l'autre, scrutant les délicates déformations que la peur imprégnait chez chacun. Five, toujours penché près de la table où reposent les 2 lanternes, avait retrouvé sa gaieté forcée. « Nous sommes tous fatigués », dit-il d'un ton presque jovial. « Demain matin, tout s'éclaircira. » La mère a la fâcheuse habitude de révéler ce qu'il faut. Inutile d'imaginer des tragédies. La voix de Madame Lérand était faible et aiguë comme un coquillage brisé. Vous ne l'avez pas vu l'emporter. Five se détourna, feignant d'examiner la mèche intacte de la lanterne. L'imagination est une maîtresse cruelle, madame. Le repos vous ferait du bien. Le repos, murmura-t-elle, fut la dernière chose que mon mari ait jamais connue. La remarque provoqua une toux nerveuse chez la femme du vicaire, et le verre du colonel Denham se brisa sur sa soucoupe. Le docteur Ayling leva les yeux, le visage impassible, malgré la tension qui se dessinait sur sa mâchoire. « La douleur s'apaise rarement par la discussion, » dit-il d'une voix calme. « Et les tempêtes déforment tout, même les distances. On pourrait croire voir un homme disparaître, alors qu'en réalité, il s'est simplement éloigné. » Miss Marple inclina légèrement la tête, comme pour approuver un point soulevé avec justesse. Tout à fait. Pourtant, parfois ce qui disparaît ne revient pas, et il faut se demander pourquoi. Elle tendit la main et effleura le bord de la lanterne cabossée. Elle était censée guider les navires du loin du danger, et non vers lui. Je me demande bien qui pouvait bien la trouver utile autrement. Five serra son mouchoir dans ses mains. « Tu parles comme si quelqu'un avait saboté le feu. Pourquoi quelqu'un ferait-il une chose pareille ?»« Peut-être, » dit-elle, « parce que la lumière peut être gênante quand on préfère l'obscurité. » La conversation s'interrompit brusquement. Ponctuée de murmures, Madame Price Ridley s'inquiétait de l'humidité. Sylvia Prowse chuchotait quelque chose au docteur auquel il ne répondit pas. Seul Crichton demeurait immobile, les yeux mi-clos mais alertes. Miss Marple remarqua la légère marque d'une bague à sa main gauche, bien qu'elle n'en portait plus aucune. Un pêcheur, pensa-t-elle, dont l'histoire semblait trop parfaite. Mais elle ne posa aucune question, elle préférait laisser mûrir ses interrogations. Dehors, le brouillard s'épaississait, jusqu'à ce que le faisceau du phare perde de sa précision, ses contours se brouillant comme de l'encre dans l'eau. « Il est plus faible », dit soudain Sylvia en collant son visage à la vitre. « Tu ne vois pas ?» La lumière s'éteint encore. Le cri fit frissonner la pièce. Fife se précipita vers la fenêtre. Impossible que le mécanisme soit automatique. « À moins que, » dit doucement Miss Marple, « quelqu'un ne l'arrête. » Avant que quiconque puisse répondre, Crichton se leva brusquement. « Je vais vérifier. Il y a un sentier le long de la falaise. » Madame Lérand lui a attrapé la manche. « Ne le faites pas. La mère n'a pas fini. Elle vous emportera aussi. » Mais il était déjà à la porte, en train d'enfiler son manteau. Fife fit mine de l'arrêter, puis hésita. « Laissez passer, » dit-il sèchement. « Il connaît le chemin. » La porte claqua derrière lui, et le bruit se mêla au long soupir du vent. Miss Marple observait la porte vide. « Étrange, » murmura-t-elle. « Un homme qui prétend arriver par hasard semble étrangement pressé de revenir sur les lieux. Vous vous méfiez de tout le monde, n'est-ce pas ?» demanda le docteur Ayling en esquissant un sourire. « Seulement pour les situations qui se règlent trop vite, » répondit-elle.
La nature humaine se soucie rarement d'une telle efficacité. La demi-heure suivante s'étira interminablement. L'horloge de l'auberge égrenait chaque minute avec une solennité exagérée, et dans les silences entre les tics, tacs, ils tendent l'oreille pour entendre des pas venant des falaises. Rien ne vint. À la place, un faible sifflement mécanique se fit entendre quelque part derrière la fenêtre, le mécanisme du phare, qui s'arrêta, reprit, puis s'interrompit complètement. Le faisceau disparut, ne laissant derrière lui que l'obscurité et le sifflement de la pluie. Madame Léran a poussé un cri d'effroi. La lumière! Oh mon Dieu, elle a complètement disparu. Fife jura entre ses dents et s'empara de la lanterne intacte. Nous allons descendre voir. Le colonel Denham se redressa. Vous n'irez pas seul, mon ami. Miss Marple se leva à son tour, pliant son tricot. Personne ne devrait être seul ce soir, colonel. Mais peut-être pourriez-vous les laisser passer. Il arrive que la précipitation masque plus qu'elle ne révèle. Elle les suit jusqu'au seuil. C'est pas silencieux comme la neige qui tombe. Une forte odeur d'huile imprégnait le hall, mêlée à une odeur de terre humide, âcre et désagréable. Elle effleura la porte de la cave. Elle était chaude. Quelqu'un y avait allumé une flamme récemment. Et tandis qu'elle s'arrêtait, une faible lueur vacilla en dessous, non pas la lueur stable d'une lanterne, mais un scintillement instable et incertain, comme si quelque chose de vivant se mouvait derrière le bois. Elle se redressa lentement, le visage impassible. Les apparences, pensa-t-elle encore, sont trompeuses le plus facilement quand on cesse de regarder l'évidence. Le scintillement sous la porte de la cave pulsait faiblement, pas plus vif qu'une bougie mourante, mais trop régulier pour être naturel. Miss Marple demeura immobile, écoutant le rythme irrégulier de cette lueur, ce vacillement inégal qui trahissait un mouvement, non un accident. Quelque part derrière la porte, on entendit un léger cliquetis de verre, puis un bruit sourd. Elle tourna légèrement la tête vers les autres, qui l'avaient suivie à distance prudente, à la fois réticent et contraint. La voix de Fife se brisa la première. « Pour l'amour du ciel, que faites-vous, Miss Marple? Vous allez attraper froid pour rester là, dans un courant d'air. Mieux vaut un verre que l'ignorance, répondit-elle d'un ton doux. Mais peut-être préféreriez-vous que je le laisse fermer? Une légère tension traversa son visage, trop brève pour être perçue par la plupart, mais Miss Marple la remarqua, comme on perçoit une pause dans un air qu'on connaît par cœur. Elle prit la lanterne en laiton sur la table et la leva vers la porte. « Docteur Ayling, dit-elle doucement, auriez-vous l'amabilité de me l'ouvrir ?» Le docteur hésita. Il valait mieux attendre le retour de Fife et du colonel des falaises. « Peut-être, dit-elle. Mais si cette lumière continue de brûler dans l'ombre, nous risquons d'attendre très longtemps. » Il céda avec un soupir, s'avança et déverrouilla la porte. Celle-ci s'ouvrit en grinçant, révélant l'étroit escalier qui descendait dans l'ombre. L'air qui montait d'en bas était lourd, chaud et désagréable. Il était chargé non seulement d'humidité, mais aussi d'une âcre odeur d'huile et de métal. Miss Marple descendit lentement, sa lanterne tremblant juste assez pour faire danser les ombres sur le mur. Chaque pas semblait résonner plus fort que le précédent, jusqu'à ce qu'en bas, elle trouve, dans un silence pesant, ce qu'elle redoutait le plus et qu'elle attendait le moins. La cave avait changé d'aspect. Les tonneaux avaient été déplacés, leurs empreintes gravées dans la poussière. Un pan de plancher, près du mur du fond, avait été soulevé, révélant une flaque d'eau sombre, là où la mer s'infiltre à travers la roche. À son bord, un morceau de tissu déchiré, enroulé autour d'un crochet, scintillait, et à côté, une petite clé en laiton. Miss Marple s'accroupit, sa respiration lente et profonde. La clé était identique à celle qu'elle avait vue sur le buffet, celle qui avait disparu. Elle la retourna dans sa paume, remarquant une fine trace de sel sur le métal. Humide, utilisée récemment,
La voix du docteur Eiling provenait de l'escalier du dessus. « Mon Dieu, quelle est cette odeur ?»« De l'huile, docteur, » dit-elle, mais pas de l'huile de lampe. Quelque chose de plus épais, de plus puissant. Elle se redressa en repoussant ses mains. « Dites-moi, êtes-vous certain de n'avoir passé aucune visite plus tôt, en quittant l'auberge ?» Il cligna des yeux. « Qu'insinuez-vous ? Seulement, vos bottes étaient sèches à votre retour, alors que la route vers Saint-Pétroc devait être devenue une véritable rivière. » Le médecin serra les dents. « Vous imaginez des schémas là où il n'y en a pas. »« Ah, l'imagination, » dit doucement Miss Marple. « Un piètre substitut à la mémoire, n'est-ce pas ?» Elle se tourna vers le mur, où de légères éraflures masquaient les lignes blanchies à la chaux qui partaient du plancher ouvert vers les marchés. Quelqu'un avait traîné quelque chose de lourd, et récemment. Une caisse, peut-être, ou un corps. Le léger bourdonnement du vent qui s'engouffrait dans les étroites fissures emplissait le silence comme un murmure de conscience. Des pas précipités et irréguliers s'approchèrent du hall supérieur. Le colonel Denham apparut le premier, le manteau trempé, les joues rouges de froid. Aucune trace de Crichton, aboyait, ni du gardien de phare. Le chemin est propre. Fife suivait de près, sa lanterne vacillant. Tout le mécanisme est bloqué, les engrenages sont grippés par l'huile. Quelqu'un l'a versé délibérément. Délibérément, répéta Miss Marple en se tournant vers lui. Celui qui a fait ça voulait éteindre la lumière, pas seulement la briser. On se demande pourquoi et quand. Le regard de Fife se porta furtivement vers la cave, puis se détourna. Que sous-entendez-vous maintenant ? Cette auberge est située de façon plutôt pratique, au-dessus d'une route côtière empruntée la nuit par les bateaux, dit-elle d'un ton neutre. Et l'obscurité pourrait faciliter l'organisation de tels débarquements pour ceux qui profitent du secret. Le souffle coupé de Madame Price Ridley, venu d'en haut, était empreint d'un plaisir scandalisé. Des contrebandiers ? Ici ? Mon Dieu, où va le monde ? La contrebande, disait Miss Marple, est le moindre des maux que les hommes commettent, sous couvert de respectabilité. C'est la tromperie, Madame Price Ridley, qui nous empêche vraiment de dormir. Le colonel fronça les sourcils. Mais que dire du pauvre Léran ? Croyez-vous qu'il ait découvert la falsification ? Le regard de Miss Marple se porta sur la manche de Fife. La légère tache rouille, qu'elle avait remarquée plus tôt, s'assombrissait désormais sous la lumière de la lampe. « Peut-être bien, » murmura-t-elle, et peu hâté, il essayait de remettre la lumière correctement. Un silence tremblant s'ensuivit. Fife ouvrit les lèvres, mais avant qu'il puisse protester, un bruit monta du sol, un plouf sourd, suivi d'un léger raclement, comme si quelque chose avait bougé sous l'eau. Le cri de Madame Léran résonna dans la cage d'escalier. « C'est lui! Je l'ai entendu !» Miss Marple abaissa sa lanterne, son faisceau tremblant au-dessus de l'étang. Les ondulations se propagent lentement en cercles concentriques, leurs bords captant la lumière. Rien ne brisait la surface, et pourtant le mouvement persistait, doux, incessant et étrangement rythmé, comme une respiration. « Peut-être, » murmura Miss Marple, « la mer n'a-t-elle pas son histoire, après tout ?» Les ondulations s'amplifièrent, chaque anneau scintillant faiblement sous la lueur de la lanterne, avant de se dissoudre dans l'obscurité. Les sanglots de Madame Léran résonnèrent dans la cage d'escalier, fragiles et irréguliers, comme une chanson étouffée par des éclats de verre. Le regard de Miss Marple demeurait fixé sur la mare, son expression exprimant une tristesse contenue plutôt que de la surprise. Ce qui s'agitait sous le plancher s'était apaisé à présent. L'eau était immobile, ne reflétant plus que la flamme tremblante à la surface. Le colonel Denham s'agita d'impatience en s'éclaircissant la gorge. « Ce n'est pas un endroit pour les dames. Le gendarme sera là demain matin. Le matin risque d'arriver trop tard, » dit doucement Miss Marple. « Quand les preuves attendent le lever du jour,
elles disparaissent souvent avec la marée. Le docteur Eiling descendit les dernières marches, s'efforçant de garder son calme. Il faut immédiatement emmener Madame Léran à l'étage. Elle est sous le choc. Il tendit la main pour la soutenir, mais elle recula à son contact. « Vous avez dit qu'il avait peut-être simplement disparu de notre vue, » murmura-t-elle. « Vous avez menti. » Le regard de Miss Marple se porta furtivement sur la manche du docteur. La légère trace de sel, séchée, avait blanchi le tissu, comme celle laissée par l'eau de mer et non par l'humidité d'une cave. Elle ne dit rien, se contentant d'ajuster son châle, comme si l'air s'était rafraîchi. Fife s'accroupit près des planches à découvert, sa lanterne planant au-dessus de l'eau sombre. S'il est coincé là-dedans, il déglutit, la phrase inachevée. Il nous faudra peut-être une corde. La marée monte au pied de la falaise. Elle l'a peut-être emporté jusqu'à l'un des tunnels d'évacuation. Miss Marple inclina la tête. Et vous connaissez mieux que quiconque le tracé de ces tunnels, monsieur Fife. Vous avez fait construire cet endroit précisément au-dessus. Il leva brusquement les yeux. Qui vous a dit ça? Oh, personne, dit-elle avec un sourire à peine esquissé. Mais les caves, comme les secrets, ont souvent les mêmes fondements. La femme du vicaire, pâle et tremblante, joignit les mains. Nous ne devons pas rester là. C'est impie. Son regard se porta sur les 2 lanternes de laiton qui brillaient encore à l'étage, l'une intacte, l'autre brisée. Dire que tout cela se passe la veille de Noël. Oui, murmura Miss Marple. Une nuit faite pour la lumière, et pourtant tant d'efforts ont été déployés pour la maintenir dans l'obscurité. Elles retournèrent vers le salon, le plancher craquant sous leurs pas. L'auberge semblait transformée, son charme réduit à néant, ne laissant place qu'aux poutres et aux plâtres humides. Madame Price Ridley marmonna quelque chose à propos de sa fermeture définitive, tandis que Sylvia Prowse les suivait, silencieuse, le regard absent. Près de l'escalier, elle s'arrêta brusquement. « Miss Marple » murmura-t-elle. Si quelqu'un avait trafiqué la lumière, ce n'était pas pour de la contrebande, c'était pour autre chose. Et qu'est-ce que cela pourrait être, ma chère? Pour l'empêcher de faire des signes, dit Sylvia d'une voix à peine audible. Il devait retrouver quelqu'un ce soir. Je l'ai entendu dire à l'heure du thé que la mer était plus sûre que la route. J'ai cru qu'il parlait d'un bateau de pêche, mais maintenant, je n'en suis plus sûr. L'expression de Miss Marple s'adoucit. Vous ne l'aviez pas mentionné auparavant. Personne ne m'écoute, dit Sylvia avec une amertume soudaine. Je ne suis qu'un décor dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Sa main se crispa sur son mouchoir. J'aurais préféré ne pas regarder par la fenêtre. J'ai vu 2 lanternes près des falaises, pas une seule. Une secousse parcourt la pièce. Fife se figea, perdant ses moyens. Baliverne. Les caprices de la tempête. Miss Marple tourna son regard vers la lanterne en laiton posée sur la cheminée. « Peut-être, dit-elle, mais il y a une différence entre ce que l'œil voit et ce que la conscience reconnaît. » Dehors, le brouillard commença à se dissiper, révélant à nouveau la silhouette indistincte du phare. Le faisceau vacillait faiblement, vacillant par intermittence dans l'obscurité. Fife se précipita vers la fenêtre en grommelant. Toujours bloqué. Zut alors, le mécanisme est de nouveau coincé. Le colonel le rejoignit, regardant à travers la vitre. Il me semble que le brouillard se dissipe complètement. Nous pourrions. Il s'arrêta, la voix étranglée. Du haut des falaises parvient un son lent et rythmé. Non pas le grondement de la mer, mais un raclement métallique et délibéré, comme du fer contre la pierre. Il s'amplifia, puis s'éteint complètement, remplacé par un faible cri, peut-être celui d'une mouette ou d'un son humain porté par le vent. Miss Marple s'approcha de la fenêtre, son reflet se mêlant à l'obscurité. « Il semble, dit-elle doucement, que la mer rende ce qu'elle a reçu. »
La main de Fife s'agrippa au rebord de la fenêtre. « Tu ne sais pas ce que tu dis. »« Oh, je crois bien, » répondit-elle doucement. « La culpabilité, monsieur Fife, est comme la marée. Elle se retire, certes, mais elle finit toujours par revenir. » À cet instant, la porte extérieure trembla violemment. Le colonel Denham s'avança pour l'ouvrir, se protégeant de la bourrasque d'air froid qui s'engouffra. Une silhouette se tenait là, trempée, tremblante et blanche comme un linge. C'était Crichton, le pêcheur. Sa voix se brisa lorsqu'il parla. « Vous avez intérêt à venir vite. La lumière est définitivement bloquée et quelque chose est coincé dans les rochers en contrebas. » Personne ne parla. Le faisceau lumineux extérieur vacilla une dernière fois, une ultime pulsation avant que les ténèbres ne l'engloutissent. Miss Marple regarda la lanterne en laiton qui brûlait encore sur la cheminée, sa flamme soudain stable et haute, comme si elle refusait de rejoindre sa jumelle éteinte. Les apparences, pensa-t-elle, brillent toujours le plus juste avant de se briser. Les paroles de Crichton résonnèrent dans l'embrasure de la porte comme le dernier coup de glas. Son visage, blafard sous la bruine, tremblait de froid et de peur. Derrière lui, la brume s'agitait en volutes agités, comme si elle rechignait à le laisser partir. Le regard calme et pénétrant de Miss Marple scruta chaque détail, la corde effilochée qui passait sur son épaule, les taches de sel qui lui arrivaient presque aux genoux, la lueur d'indicible qui se devinait sous son épuisement. Monsieur Fife fut le premier à bouger, mais son mouvement ressemblait davantage à une retraite qu'à un acte de courage. « Coincé dans les rochers, dites-vous » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Crichton hocha la tête en déglutissant difficilement. Un manteau d'homme, pris dans les filets près de l'anse. On aurait dit qu'il était tombé du sentier supérieur. Dieu seul sait depuis combien de temps il est là. Madame Léran laissa échapper un léger gémissement. « Alors c'est lui, » murmura-t-elle. « Mon pauvre David, la mère l'a ramené. » Personne ne lui répondit. Le silence qui suivit était pesant, comme la pause avant les aveux. Même le vent sembla hésiter, retenant son souffle au seuil. Miss Marple attrapa ses gants d'un geste lent mais décidé. « Peut-être vaudrait-il mieux descendre, alors ?» dit-elle. « Quoique la marée révèle, il est important de le voir clairement. » Le colonel Denham grommela quelque chose à propos de l'indécence de la présence de femmes dans une telle scène, mais le calme de Miss Marple le désarma. « Très bien, » dit-il finalement, en resserrant son manteau. « Finissons en avant, que la nuit ne tombe complètement. » Ils suivent Crichton dans le froid. La brume se dissipa à mesure qu'ils descendaient l'étroit sentier, ne leur laissant qu'une visibilité suffisante pour apercevoir les falaises pâles et déchiquetées qui se dressaient au-dessus d'eux. En contrebas, la mer gonflait lentement ses vagues grises, charriant les débris de bois flottés, des filets emmêlés et le reflet fantomatique du faisceau éteint du phare. Madame Léran s'accrochait au bras de la femme du vicaire, chaque pas la faisant trembler. Miss Marple marchait juste derrière, sa lanterne bien droite malgré le vent. Le boîtier en laiton luisait faiblement, projetant un petit cercle de lumière sincère qui caressait leur visage. « Voyez-vous » murmura-t-elle presque pour elle-même. « La vérité a cette étrange habitude de briller même là où on l'attend le moins. » Au pied de la falaise, l'anse se dévoila comme un croissant sombre de roches et d'écume. Crichton les guida, sa lampe oscillant vers le bas. « Là !» dit-il d'une voix rauque, « près de la mare. » Le faisceau éclaira quelque chose qui ressemblait à une manche de paléontologie. Une main, la silhouette d'un homme pris entre la mer et la pierre. Le corps se balançait doucement au gré du courant, retenu par un bout de corde qui, jadis, était censé sauver, non pas enchaîner. Fife resta immobile. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sort. Le docteur Ayling s'avança, s'accroupit et toucha le poignet de l'homme. « Froid » murmura-t-il. « Des heures se sont écoulées. »« Est-ce lui » demanda le colonel.
Le médecin hocha la tête une fois. Léran. Le cri de Madame Léran résonna contre la falaise, puis s'éteignit en un murmure. Il m'a dit qu'il éclairait le chemin, dit-elle en cachant ses mains. Il a dit que la mère ne prend que ce qui lui est dû. Miss Marple observa en silence Fife s'approcher et s'agenouiller près du corps avec une révérence maladroite. Lorsqu'il voulut démêler la corde, elle remarqua que ses mains tremblaient. Non de pitié, mais d'effroi. Quelque chose glissa de la poche du défunt, un morceau de papier plié, l'encre presque effacée, mais encore suffisamment lisible pour attirer son attention. Elle se baissa et le ramassa avant que la marée ne l'engloutît. Le message était bref. « Faites confiance à la cave. » Elle le glissa discrètement dans son gant. « Colonel, dit-elle doucement, peut-être pourriez-vous veiller à ce que Madame Léran soit ramenée à l'auberge. » Il leva les yeux, surpris. « Et vous ?»« Je reste encore un instant, » répondit-elle. « Il reste encore quelques questions auxquelles la mère n'a pas tout à fait répondu. » Tandis que les autres commencèrent leur ascension, Miss Marple se tourna vers le pêcheur. « Vous l'avez trouvé en premier ?» Crichton acquiesça. « Oui. » La lumière de la lanterne éclairait la corde juste assez pour qu'on le voie. Il faillit glisser en essayant de la libérer. Elle le regarda attentivement. « Et pourtant, votre corde est propre au-dessus du nœud. C'est remarquable pour un sauvetage. » Il cligna des yeux, perplexe. Le courant l'avait peut-être emporté. Peut-être, dit-elle d'un ton neutre. Mais la mer efface rarement ce qu'elle n'a pas taché. Elle leva les yeux vers la silhouette indistincte du phare. Son faisceau éteint se détachait comme une orbite vide dans le brouillard. C'est étrange, n'est-ce pas, murmura-t-elle, comme les hommes croient pouvoir dissimuler leurs méfaits dans l'obscurité, alors que l'obscurité ne fait que les révéler à ceux qui savent ou regarder. Crichton ne dit rien. Derrière lui, la marée montait lentement, léchant les rochers avec une patience silencieuse. Miss Marple se retourna et entreprit de remonter vers l'auberge, la lumière de la lanterne de laiton, bravant la pénombre naissante. L'air sentait de nouveau l'huile, mais plus faiblement, moins mécanique, plus humaine, comme si la culpabilité elle-même portait une odeur. À mi-chemin du sentier, elle s'arrêta et se retourna. Le pêcheur se tenait près de l'anse, le regard fixé non pas sur la mer, mais sur les falaises en amont, où les fenêtres de l'auberge brillaient faiblement à travers la brume. Son expression était indéchiffrable, peur, regret, ou quelque chose entre les deux. Le regard de Miss Marple suit le sien. À une fenêtre à l'étage, une silhouette se tenait immobile, baignée d'une lumière dorée. Fife. Son ombre s'étirait sur le brouillard, sa forme déformée mais indubitable. La vieille dame serra les doigts de la poignée de la lanterne. La flamme vacilla un instant, puis se stabilisa de nouveau, sa lumière immuable malgré l'obscurité ambiante. Les apparences, pensa-t-elle doucement, disent toujours la vérité, elles ne font que la murmurer. Le brouillard s'épaissit de nouveau lorsque Miss Marple atteint la terrasse de l'auberge. Cette étrange pénombre entre mer et foyer où les voix s'estompent. À l'intérieur, le salon luisait faiblement, à la lueur d'une lampe, d'un feu, et d'une autre lueur plus fragile encore, l'espoir fragile que la tragédie puisse enfin s'expliquer. Madame Léran avait été emmenée à l'étage, les autres s'attardaient, partagés entre bienséance et appréhension. La lanterne de laiton brûlait toujours régulièrement sur la cheminée, sa jumelle éteinte et oubliée à côté. Monsieur Fife se tenait près de la fenêtre, le regard perdu vers la mer. Le reflet de son propre visage, pâle et déformé dans la vitre, aurait pu être celui d'un fantôme. Lorsqu'il se retourna, il sursauta légèrement en apercevant Miss Marple déjà sur le seuil. « Vous devriez vous reposer, madame. La nuit a été épouvantable. »« Oui, » dit-elle doucement. « Et pourtant, les nuits les plus terribles sont souvent celles qui s'apaisent d'elles-mêmes, au matin, si l'on laisse les bonnes fenêtres ouvertes. » Il fronça les sourcils, incertain.
Mais elle traversa la pièce avec la grâce tranquille de quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut dire. « La police ne va pas tarder à arriver, » dit-il rapidement. « Il n'y a plus rien à faire. »« Oh, je suis tout à fait d'accord, » dit Miss Marple en posant sa lanterne à côté de celle qui brûlait. Rien de plus, si ce n'est de dire la vérité. Un silence pesant s'ensuivit. Les autres se tournèrent vers elle, le docteur Ayling, dont les lunettes reflétaient de la lueur du feu Madame Price Ridley. Les yeux écarquillés d'une curiosité horrifiée le colonel Denham, qui tentait de masquer sa confusion par sa dignité. « La vérité ?» répéta le colonel. « Vous avez une idée de ce qui s'est réellement passé, Miss Marple ?»« Juste une petite idée, » dit-elle. « Mais les petites idées, bien placées, peuvent éclairer de vastes zones d'ombre. » Elle s'approcha de la cheminée et ajusta la mèche de la lanterne en laiton, dont la flamme s'intensifia jusqu'à ce que la pièce et les visages s'assombrissent. « Voyez-vous, » commença-t-elle, « cette affaire n'a jamais concerné la mer, ni la tempête, ni même la disparition du pauvre monsieur Léran. Il s'agissait de la lumière, de ceux qui la contrôlaient et de ceux qui voulaient la voir disparaître. Les apparences, pourrait-on dire, sont un peu comme des lanternes. Elles brillent intensément, mais dissimulent la main qui les tient. La mâchoire de Fife se crispa. C'est absurde. Laissez-moi terminer, dit doucement Miss Marple, et la douceur de sa voix le fait taire plus complètement que la colère n'aurait pu le faire. La clé de la cave, l'odeur d'huile, la seconde lanterne trouvée dans la marée, tout cela témoignait de préparatifs, non d'un accident. Quelqu'un avait versé de l'huile moteur épaisse dans le mécanisme du phare, s'assurant ainsi que le faisceau s'éteignait au plus fort de la tempête, et quelqu'un d'autre avait essayé de le réparer. Le docteur Ayling expira bruyamment. Vous voulez dire Léran? En effet. Il découvrit que le sabotage était peut-être trop tard, et lorsqu'il alla réparer le lampadaire, le saboteur le suivit pour s'assurer de son silence. C'est incroyable comme une chute de la falaise peut passer pour un malheur, si elle est suffisamment orchestrée. Madame Price Ridley serra son châle contre elle. Mais qui ferait une chose pareille? Dans quel but? Miss Marple regarde Fife. La réponse se cache sous votre vernis de respectabilité, monsieur Fife. Cette auberge surplombe précisément les tunnels de contrebandiers que votre rénovation prétend avoir scellés. Vous les avez ouverts, n'est-ce pas? Une petite affaire pour certains amis d'outre-Manche. Pas besoin de feu pour guider les petits navires, surtout si l'on profite de leur cargaison. Le visage de Fife est devenu blafard. C'est absurde. Mais profitable, interrompit doucement Miss Marple. Léran le savait. Peut-être avait-il menacé de le dénoncer, peut-être était-il tourmenté par sa conscience. Quoi qu'il en soit, il fallait éteindre la lumière. Lorsqu'il tenta de la rallumer, elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre, où l'obscurité s'abattait sur la vitre comme l'eau. La mer fait le reste. Le colonel laissa échapper un léger sifflement. Bon Dieu. Et puis, toutes ces histoires d'accidents. Des illusions respectables, ce colonel, dit Miss Marple. Comme les décorations de Noël brillantes en apparence, mais fragiles en réalité. Elle se tourna vers Fife. Vous avez posé cette seconde lanterne sur la cheminée comme un symbole de substitution, n'est-ce pas? Pour assurer la sécurité des invités, tandis que la vraie lumière extérieure s'éteignait. Un instant, il resta silencieux. Puis, avec la résignation morne d'un homme acculé par la vérité plutôt que par la force, il laissa échapper un rire discret et amer. « Tu crois avoir tout résolu, n'est-ce pas, vieille femme ?»« Oh, je ne résous jamais rien, » répondit-elle d'un ton doux. « Les gens se débrouillent. Je ne le remarque que lorsqu'ils commencent à paraître las de faire semblant. » Un mouvement dans l'escalier les fit sursauter. Madame Léran se tenait là, pâle mais calme, une main sur la rampe. « Il me l'a dit, » dit-elle doucement. « Il m'a dit que vous le réclamiez après son départ. »
Elle brandit un petit objet, la clé en laiton identique à celle que Miss Marple avait trouvée plus tôt. Il l'a laissée dans mon panier à couture, avec un mot. Il a dit qu'elle fermerait à nouveau le noir dehors. Je n'avais pas compris jusqu'à présent. Le bruit lointain des bottes du gendarme arrivant sur le gravier rompit le silence. Fife se tourna vers la porte, les épaules affaissées. « Peu importe, » murmura-t-il. La mère s'est déjà occupée du reste. Le regard de Miss Marple le suivit avec une pitié silencieuse. « Oui, dit-elle, mais cela ne conserve jamais ce qu'il faut. Cela nous rappelle simplement que nous ne le pouvons pas. » Dehors, le faisceau du phare vacilla une dernière fois, faible mais constant, illuminant à nouveau l'horizon qu'il avait jadis protégé. Les invités restèrent debout, chacun plongé dans ses pensées. Madame Price Ridley murmura à propos du scandale lorsque la femme du vicaire se mit à prier doucement. Miss Marple contempla la flamme de la lanterne, où reflets et lumières se confondaient en un doux scintillement. « Les apparences, murmura-elle, ne mentent pas. Elles attendent seulement d'être comprises. »